Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de choses, quelque chose que je fais chaque matin. Enfin, c'est pas très original ce que je vais dire, mais j'écoute France Inter, mais bon, ça fait des années de ça. Et il se trouve que pendant l'été, France Inter donne la parole à des animateurs, mais dans une tranche horaire différente. Enfin, ça permet éventuellement d'expérimenter certaines choses ou certains concepts, etc. Et donc il y a des gens qui s'y collent qui sont pas des gens de radio. Notamment, je pense à Juliette. Alors, avant de vous parler de Juliette, je vais vous parler de Guillaume Gallienne, qui n'est pas un perdreau de l'année non plus, hein, mais qui fait une rubrique qui s'appelle Un été avec Victor Hugo. Bon, il y a eu Montaigne, etc. les années d'avant, mais là c'est avec Victor Hugo. Alors c'est très intéressant parce que donc chaque matin il lit des textes de Victor Hugo ou explique des choses au sujet de Victor Hugo en prenant un thème particulier. Donc les jours passés, il y a eu sa relation avec la foi, avec la religion, il y a eu sa relation aux femmes, il y a eu sa relation avec la politique, parce qu'il était de droite, dans un premier temps il était de droite, et puis petit à petit il a évolué au fur et à mesure que ses thèmes d'intérêt dans son écriture et ses sources d'inspiration ont évolué, sa conscience politique a évolué aussi. D'ailleurs c'est intéressant parce que Juliette justement ce matin a parlé de la chanson a parlé de politique et de chansons, et justement elle expliquait que Jaurès c'était bien un homme de gauche, qu'il fallait surtout pas se méprendre. Je pense que c'était un message subliminal destiné à certains personnages politiques du Front National qui se revendiquaient comme étant parfaitement habilités à mettre le buste de Jaurès dans leur mairie. Faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même, hein. Je veux dire, être honnête, je veux dire, c'est parfaitement antinomique, hein. Je veux dire, Jean Jaurès et le Front National, c'est comme l'huile et l'eau dans un verre d'eau, quoi. C'est juste absolument irrecevable. Voilà. Alors, je vais quand même parler de plusieurs choses sur le sujet. Victor Hugo, bah oui, c'est vrai que c'est moi qui suis c'est moi qui suis aspiratrice de Victor Hugo. Non, je déconne. Bon. Non, mais il se trouve que Guillaume Gallienne comment dire, a lu certains passages des œuvres de Victor Hugo ces derniers jours, et aux surprises, j'ai remarqué tout simplement qu'il disait des choses que moi j'avais dites il y a, je sais pas, plusieurs mois, oui, des jeux de mots, parce que moi j'ai une relation particulière avec la prosodie de la langue française. Donc je rigolais hier parce que je me disais, rire de soi c'est déjà pas mal, hein. Au moins je suis sûre d'être contente de moi. Je disais que j'étais une égérie prosodienne. Je sais pas si c'est très français, mais bon, une égérie prosodienne. Ou prosodicienne, prosodienne. Enfin bref, il s'agit notamment du rapprochement qu'on peut faire avec le mot astre, des astres. Et il avait fait j'ai dit ça, mais alors je me souviens plus si je l'ai dit à Thomas, si je l'ai écrit sur mon forum, ou sur mon site, ou voilà, mais je sais que je l'ai dit, quoi. Mais ça arrive assez souvent, c'est-à-dire que on me ressort des choses de certains auteurs, qui en fait correspondent très exactement à des propos que j'ai tenus quasiment au mot près, quoi. Et dans l'idée, mais au mot près, alors que quelquefois ce sont des gens que je n'ai même pas lus. Donc c'est quand même assez... Bon oui, Victor Hugo, oui quand même, je connais un petit peu, mais je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas lu tout Victor Hugo, quoi. Il y a énormément de choses de Victor Hugo que j'ai pas lu, mais c'est vrai que je me considère comme une disciple de Victor Hugo, ça fait absolument aucun doute, par plein de choses, mais c'est assez curieux qu'on me ressorte des propos qui ont été tenus par certains artistes à certains moments, que moi je ne connaissais pas, et dont je suis les enfants spirituels de façon involontaire. Et j'expliquais un jour justement qu'il y avait une correspondance d'inconscient à inconscient dans le milieu artistique, et c'est vraiment quelque chose d'assez troublant. Et justement il y a ce phénomène là avec Juliette notamment, qui a une chronique sur France Inter. Le téléphone sonne et ça m'énerve. C'est pas grave. Et le cas de Juliette est très intéressant justement parce que il se trouve que j'ai cru pendant un moment que j'étais l'inspiratrice de Juliette par l'intermédiaire de Thomas Fersen. Et puis parce qu'il y a vraiment des chansons chez Juliette qui sont pour moi juste bouleversantes
dans la mesure où elle me colle, où elle colle à mon histoire, ou à des thèmes qui me sont très chers, etc., de façon profondément troublante. Et donc j'ai vraiment pensé ça. Et puis un jour, accidentellement, je me suis retrouvée à, comment dire, à aller fouiller dans sa discographie, et j'ai remarqué que le disque en question, dont je pensais être l'inspiratrice, était en fait antérieur d'un an ou deux avant que j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen. Et alors là, évidemment, j'étais complètement sur le coup, parce que c'est bien la preuve absolument incontestable qu'il existe une communication d'inconscient-inconscient parmi des gens qui pensent les mêmes choses, ou qui comment dire, ou qui fonctionnent selon les mêmes valeurs. Alors là, j'ai rigolé parce que justement dans l'émission de ce matin, il était bien spécifié que Juliette était sur Twitter. Et donc elle expliquait qu'elle était sur Twitter, sachant que je n'aime pas du tout Twitter, mais que j'y suis uniquement pour suivre, parce que ça permet à Thomas de voir qui je suis ou à qui je suis attentif. Mais je réponds jamais, quoi, absolument jamais, parce que 140 caractères, comme je suis bavarde comme une pie et que j'aime bien m'exprimer correctement dans un français correct, un sujet, un verbe, un complément, etc. Du coup, à chaque fois que je fais une phrase sur Twitter, il me faut 5 ou 6 messages, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pour ça que en fait je ne participe jamais à Twitter. C'est pas que je n'aime pas Twitter, c'est que 140 caractères, pour moi qui suis bavarde, ça n'est pas adapté. Donc ce matin, Juliette a dit la chose suivante. Elle me cherche, Juliette, elle va me trouver. Je n'ai pas la foi et je n'ai pas de religion. Alors j'ai repris Juliette et je lui ai dit, ma cocotte, il faut que tu arrêtes de sortir des conneries. On ne dit pas je n'ai pas la foi. On dit j'ai mal au foie si on a picolé. C'est un clin d'œil à sa chanson sur l'alcoolisme. Non mais je veux dire, Juliette a la foi, bien évidemment. Mais le problème, c'est que avoir la foi, c'est perçu par les religieux comme correspondant à une comment dire, à une attitude relative à la croyance en un Dieu. Bon, quand Juliette dit je n'ai pas la foi, elle veut dire par là que je ne crois pas en un Dieu supérieur. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas vraiment certain, selon mon point de vue. Mais bon, glissons. On peut avoir foi en bien d'autres choses qu'en un Dieu supérieur, ou qu'en des dieux, ou quelque chose de super puissant qui nous dominerait. On peut avoir foi en quelqu'un. On peut avoir foi en des valeurs, ce qui est précisément le cas de Juliette. Donc Juliette raconte de grosses bêtises. Je suis poli. Je rigole parce qu'il y avait Patrick Sébastien hier soir dans son émission qui disait il faut pas dire vachement faut pas dire vachement à la télévision, et moins de 30 secondes après il a dit putain ou je sais pas quoi. Faut arrêter, quoi, hein, faut arrêter. Bon, enfin bref, donc je n'ai pas la foi, ce qui est donc faux, hein, on est bien d'accord, et je n'ai pas de religion. Alors on n'a pas une religion, hein. On a froid, on a faim, on a 1 kilo de tomates dans son cabas quand on revient de faire les courses, on a un pack de lait dans le bras gauche. On n'a pas de religion. Attendez, je laisse passer un tracteur. Ah, c'est du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Ça c'est parce qu'il faut que je travaille sur la transition énergétique. Alors on n'a pas de religion comme on a froid ou on a faim, hein. On est adepte d'une religion, on est adepte d'un culte éventuellement, voilà. Mais bon, elle me fait rigoler parce qu'évidemment elle fait exprès, hein. Elle fait exprès pour me chercher, j'ai très bien compris. Comme par hasard, quand je suis allé suivre Juliette sur Twitter, il y avait évidemment toute la bande qui était derrière. François Morel, etc., Mediapart, enfin la totale, quoi. Donc moi je vous recommande d'aller réécouter Juliette, parce qu'elle n'est pas en direct, hein, bien sûr, c'est enregistré, quoi. Alors faut savoir que moi j'avais participé, j'avais fait le thème d'une émission sur France Inter qui s'appelait Tous Explore avec Philippe Debrenne. C'était en 84 et c'était au mois de juillet. Alors je vais vous refaire la scène, vous allez voir, c'est assez marrant. J'ai le temps là. Donc je suis en train de faire la cuisine, c'est en fin de matinée. Et j'entends une émission sur France Inter avec Philippe Debrenne avec un ton... alors le principe était qu'il visitait des musées avec le guide et puis il faisait toute l'émission sur le musée en question. Et puis comme c'est quelqu'un qui est un petit peu décalé quand même, voire un petit peu barré quand même, hein, il avait une approche d'une visite de musée qui était différente, quoi, tout simplement. Et donc il avait visité la tapisserie de Bayeux, figurez-vous.
Et il avait remarqué en visitant la tapisserie de Bayeux qu'il y avait un petit bonhomme en érection. Alors, il y a juste un problème, c'est que moi je suis allé vérifier quand même à Bayeux, je sais pas, il y a bien 2-3 ans maintenant, et je n'ai jamais trouvé le petit bonhomme avec la bite en érection. Donc je pense que je vais porter je vais porter réclamation, soit aux côtés de France Inter, soit aux côtés de la reine Mathilde. J'ai pas d'autre possibilité, franchement. Enfin bref, donc toujours est-il que donc j'avais fait l'objet de cette émission parce que du coup je m'étais dit, c'était au tout début que j'avais l'ordinateur, j'étais juste capable de rédiger un mail, mais je savais même pas envoyer un mail. Donc j'avais dit à ma fille Charlotte, j'ai dit écoute, si je rédige un truc, est-ce que tu peux m'aider à l'envoyer? Et donc j'avais rédigé comment dire, un argumentaire en disant bah, moi je fais visiter mon jardin, si vous voulez venez visiter mon jardin. Et puis donc j'avais argumenté vraiment le truc, parce que c'est vrai que dans le milieu des jardins je touche un petit peu ma vie quand même, enfin je touchais en tout cas. Alors je tiens juste à préciser, comme tout est bien ficelé sur France Inter, n'est-ce pas, que ce matin nous avons eu monsieur Baraton qui a fait son émission de jardin, alors là bien inspiré de chez moi, mais alors bien inspiré de chez moi. Alors le jardin Plume, alors je tiens juste à préciser que le jardin Plume n'est pas à Azouville-sur-Ry, mais Auzouville-sur-Ry, et que c'est vrai que c'est un jardin par comment dire, les valeurs qu'ils défendent, la façon dont ils envisagent et tout, le jardin qui est vraiment le plus proche de ma façon de penser à moi au niveau du jardin. Ça c'est clair. J'y allais régulièrement d'ailleurs à l'époque, souvent avec une copine d'ailleurs, et quoi vous dire d'autre? Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est toujours très très intéressant. Donc je vous recommande d'aller réécouter monsieur Baraton de ce matin, parce qu'il en parle. Alors notamment il parle de l'aégopodium qu'on appelle l'herbe au goûteux. Alors j'ai une expérience avec cette plante, cette dite mauvaise herbe particulière, parce que il se trouve que dans le bois à mon père, il y a un endroit où tout le monde vient balancer des plantes de jardin. Donc mon père, ayant toujours l'affût sur ce genre de choses, m'avait dit, dis donc, il faut que tu ailles voir, je crois qu'il y a des pivoines et tout à récupérer et tout. Donc bref, on y va, on va chercher les fleurs et tout. Et le gros problème, c'est que quand vous ramenez une plante de l'extérieur qui vient d'un jardin dans votre jardin, il y a une précaution extrêmement importante à faire qui consiste à laver les racines. C'est vraiment très très important. Vous prenez un seau d'eau et vous secouez les racines dans le seau et vous lavez la plante de toute la terre. C'est pas la terre qui pose un problème, c'est le fait que mélangé aux racines, vous avez toujours certaines plantes qui sont dans le bois et qui sont des pestes à ne pas introduire au jardin. Et donc là, je me suis fait avoir de cette façon-là avec un pied de pivoine. On appelle ça des piaux en Normandie. C'est la pivoine, celle qui est herbacée mais qui est très verte et qui est assez basse. Et alors, il y avait des racines d'herbe goûteux dedans, et j'ai, comme on dit dans le pays de Caux, empujolé mon jardin. Je rigole parce que les puristes, alors là, en fait, j'ai empujolé mon jardin avec des racines d'herbe goûteux, et c'était juste la catastrophe, quoi, parce que j'ai ramené cette mauvaise herbe, cette mauvaise herbe dans mes plates-bandes, et j'ai jamais réussi à m'en défaire. Alors, le jour où vous avez de l'herbe goûteux, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez déterrer la totalité des plantes qui sont dans la superficie qui est envahie par l'herbe goûteux. Si jamais c'est une plante vivace qui a fleuri, vous pouvez le faire en pleine saison, n'importe quand, en général elle va s'en remettre. Si c'est un arbuste, vous êtes obligé d'attendre que le feuillage tombe et de le faire à l'automne, et il n'y a pas 36 possibilités. Et puis cet arbuste, si jamais évidemment c'est traumatique, vous le rabattez 9/10 quoi, pour essayer de le sauver, mais il faut faire ça à l'automne dans ce cas-là. Vous lavez les racines pour qu'il n'y ait plus du tout d'herbe goûteux, et là vous sauvez votre arbuste et vous le réinstallez ailleurs. C'est-à-dire que la zone sur laquelle vous allez travailler doit ne contenir aucune autre plante. C'est juste absolument indispensable. La seule véritable façon de lutter contre l'herbe goûteux n'est surtout pas le moindre désherbant chimique, parce qu'il n'y a aucun désherbant chimique qui peut détruire l'herbe au goûteux, contrairement à ce que les vendeurs de produits chimiques vont vous raconter, Bayer et toutes ces merdes-là. Ça n'existe pas en fait. Le désherbant qui peut tuer l'herbe au goûteux, il n'existe pas. Voilà. Je sais parce que j'ai tout tenté. Bon. Et puis de toute façon, c'est pas cohérent de procéder comme ça. C'est pas cohérent pour quelle raison? Parce que l'herbe au goûteux a un enracinement qui n'est pas profond du tout. C'est pas une plante pivotante, donc elle est facile à extirper en fait. Elle est
relativement facile à extirper. Simplement, il ne faut pas hésiter à remettre le métier sur l'ouvrage régulièrement. Une fois que vous avez retiré toutes les plantes qui sont sur la zone à traiter, il faut vous y atteler à la main. Voilà. Alors s'il fait chaud, eh bien, vous travaillez de bonne heure le matin ou tard le soir, à partir de 7-8 heures le soir, comme ça vous êtes peinard, vous faites un bon goûter, comme ça vous n'avez pas besoin de manger le soir, et puis vous vous y mettez pendant 2-3 heures chaque soir. Et vous y arrivez relativement facilement. En fait, ce qui est problématique, c'est pas grave, ce qui est problématique avec l'herbe goûteuse, c'est quand elle est installée dans un endroit où la terre est vraiment ingrate, où la terre est vraiment moche. Parce que là, le fait de sarcler à la main est beaucoup plus pénible et beaucoup plus désagréable que si vous sarclez dans une terre où il y a beaucoup de terreau, par exemple. Alors moi, pour vous dire, j'étais même allé jusqu'à bâcher la zone en question. J'avais bâché avec une bâche, donc une bâche entièrement imperméable, de telle sorte qu'elle soit entièrement privée de lumière et d'eau. J'ai laissé la bâche, je vous jure que je ne vous mens pas, j'ai laissé la bâche pendant 2 ans. J'avais même recouvert d'écorce de pin et tout en disant on va plus en entendre parler, etc., etc. Puis au bout de 2 ans, je me suis dit quand même, il faut que j'aille voir, quoi. Il faut que j'aille voir ce que ça donne. Et là, j'étais, comme on dit vulgairement, sur le cul, vraiment. Sous la bâche, il y avait l'herbe au goûteux, non seulement toujours vivante, par contre elle était épuisée, c'est-à-dire qu'elle était sortie du sol, il n'y avait que la partie aérienne, en matelas comme ça, et qui était entièrement blanchie comme des endives. Mais par contre, c'est vrai que dans le sol, elle était épuisée. C'est-à-dire que 2 ans de bâchage total et absolu, elle était toujours là. Comme le canard de Robert Lamoureux, quoi. L'herbe au goûteux était toujours vivante. Ce qui est quand même assez hallucinant de voir avec quelle force cette plante peut être... Enfin, certaines plantes ont un pouvoir de survie à des conditions extrêmes qui sont vraiment proprement hallucinantes. Je laisse passer le tracteur. Et en fait, je suis partie à la recherche ensuite sur Internet pour en connaître un peu plus sur cette plante. Alors, il semblerait qu'elle soit effectivement, son nom vient du fait que elle soignerait, j'ai jamais entendu de témoignage, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on lui ait donné ce nom si ça n'était vrai, quoi. Elle soignait la goutte, c'est-à-dire c'est l'acide urique. Et ça provoque des douleurs au niveau des extrémités des membres qui sont, paraît-il, vraiment extrêmement pénibles. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a réconcilié avec elle, figurez-vous. Bon, ça ne veut pas dire que je continue quand même à lutter contre, hein, mais je la regarde de façon un peu moins méchante depuis, c'est que c'est une plante qui est tout simplement comestible, figurez-vous. Oui, l'herbe au goûteux est parfaitement comestible, comme les feuilles d'ortie ou comme d'autres plantes. Et ça, c'était ma grande surprise. Alors en fait, le problème, c'est qu'elle est comestible uniquement au début du printemps, quand les feuilles sont vraiment très tendres. Après, très tendres. Après, elle est plus bonne à manger, quoi. Elle n'est pas toxique, et elle est bonne sur le plan diététique, mais au niveau du goût, ça présente pas grand intérêt. Mais voilà. Donc, du coup, je l'ai regardée de façon différente. Mais en fait, si vous comparez, par exemple, si vous avez 5 mètres carrés envahis par de l'herbe au goûteux, c'est déjà pas mal, hein, 5 mètres carrés. Envahis par de l'herbe au goûteux, et puis que vous avez 5 mètres carrés envahis par des ronces, par une ronce qui va avoir une racine qui va aller se pointer à 1,50 m de profondeur, je préfère encore l'herbe au goûteux. Parce que l'herbe au goûteux, c'est vrai que sincèrement, si vous vous y mettez à plusieurs, surtout pas avec une bêche, hein, mais avec une fourche à dents, de préférence à dents carrées, je vous recommande Spears & Jackson, ils ont une fourche qui est vachement bien en jardinerie. Si vous vous y mettez à plusieurs, sincèrement, vous en venez à bout, quoi. Il faut retirer les plantes qui sont installées et qui sont envahies par. Moi, j'avais par exemple dans mon ancien jardin, j'avais des élébores qui venaient de chez Martine Lemonnier. Je suis désolée, des herbes au goûteux qui sont mélangées à des élébores. Très franchement, à part couper à la verticale la souche d'élébores comme un camembert et ensuite vraiment les rincer. Vous êtes obligé de sacrifier la plante qui elle-même va remettre plusieurs années à fleurir, etc. Mais au moins vous aurez sauvé quelque chose et puis surtout vous pourrez traiter la zone.
C'est une question de bonne volonté. Je veux dire par là que l'herbe au goûteux, elle a quand même un gros avantage par rapport à d'autres herbes qui sont considérées comme des adventices, c'est que elle a une racine qui n'est pas pivotante. Hein. Le racinement n'est pas du tout profond, le racinement va au maximum à 15 cm, quoi. Ce qui est quand même de la rigolade. Si vous avez par exemple le rumex, vous avez une racine pivotante qui va à 1 mètre de profondeur. Hein. Donc je veux dire, c'est une autre paire de manches quand même. Hein. Donc l'herbe au goûteux, c'est pas si terrible que ça, il faut juste s'y mettre en fait. Hein. Voilà. C'est l'huile de coude quoi en fait. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon oui, le jardin plume, je sais pas comment il a évolué, mais ça doit être intéressant à voir. Mais il y a plein de jardins super à voir hein, en Haute-Normandie. Voilà. Donc moi en fait ce que je vais faire, je vais demander pour occuper l'antenne au mois d'août, je sais pas si ça va marcher ou pas, hein, parce qu'évidemment comme il y a la politique qui vient se greffer là-dessus, je sais pas ce que mon coach va avoir décidé quoi. Toujours le même problème. Bon sur ce je vous laisse. J'ai du travail.